Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur sur la dépendance que nous avons à l'énergie aujourd'hui encore, le pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Un baril, c'est à peu près grand comme ça. Si on les additionne, si on fait une colonne de barils, 100 millions de barils les uns sur les autres, ça fait une colonne de 80 000 km de haut. 80 000 km de haut, l'atmosphère, ce truc qu'on respire tous les jours et sans lequel nous ne vivrions pas, l'atmosphère fait 100 km de haut. Donc nous vidons tous les jours. Imaginez que vous avez cette colonne de barils à côté de vous et que vous avez un robinet. Imaginez le temps que ça mettrait pour se vider. Et bien nous vidons ça tous les jours. 100 millions de litres, 100 millions de barils de pétrole, les uns sur les autres, 80 000 km de haut de barils. La station spatiale internationale, elle vole à 400 km au-dessus de nos têtes. Vous voyez, c'est pour vous donner un ordre d'idée des échelles. Alors, produire de plus en plus, on trouve ça vachement sympa parce qu'on est des animaux accumulatifs qui n'en avons jamais assez. Et donc, on a utilisé de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire qu'on a mis de plus en plus de machines à notre service. Ici, vous avez l'augmentation de la... Enfin, pardon, pas l'augmentation, la quantité d'énergie utilisée dans le monde, c'est-à-dire en fait la quantité de machines qu'on arrive à faire fonctionner. Et vous voyez plusieurs choses notables sur ce graphique. La première, c'est que les différentes énergies s'empilent les unes sur les autres. Donc, à large échelle, il n'y a pas de substitution. Autant pour les amoureux du nucléaire dont je fais partie, le nucléaire, à ce stade, n'a pas remplacé le charbon, il est venu en plus. Le gaz n'a pas remplacé le pétrole n'a pas remplacé le charbon a considérablement augmenté sur les 20 dernières années. Donc il n'y a pas de substitution à large échelle aujourd'hui dans l'énergie. La deuxième chose très désagréable à savoir, c'est que 1 milliard de polytechniciens, dont je fais partie, n'ont pas empêché cette augmentation. Les quelques évolutions auxquelles on peut... Enfin, en fait, vous pouvez placer sur cette courbe n'importe quel progrès technique whatsoever. Aucun d'entre eux n'a résulté dans le fait que l'évolution s'est inversée. Aucun d'entre eux. Alors, évolution technique ou sociétale. Là, vous voyez, on a mis de plus en plus de gens dans les villes, ce qu'on a réussi à faire grâce aux ingénieurs des ponts dont certains sortaient d'ici. Ça n'a pas empêché la quantité totale d'énergie de continuer à augmenter. On a développé de plus en plus de services, pas juste la finance triomphante, et ça n'a pas empêché, mais par exemple, plein d'informatique, plein de polytechniciens dans l'informatique aussi, ça n'a absolument pas empêché la quantité d'énergie de continuer à augmenter. On a fait plein de digital, voilà, pas empêcher la quantité d'énergie qu'on utilise de continuer à augmenter. Donc en fait, pour le moment, il n'y a aucune novation technique qui n'a permis d'inverser cette courbe, c'est-à-dire d'avoir une quantité globale d'énergie utilisée qui se serait mise à baisser. Au global, on sait déjà qu'il n'y aura jamais de substitution du pétrole par l'hydroélectricité. Enfin, la question ne se pose même pas, sachant qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais le pétrole, c'est quand même une substance dont nous ne saurions pas nous passer, ne serait-ce que parce que notre économie est fondée sur des déplacements et que 95% des déplacements sont faits avec du pétrole, tout déplacement confondu. Et on ne sait pas encore produire de l'électricité suffisamment pour pouvoir suffisamment fabriquer de voitures, voitures, avions, bateaux, tout ce que vous voulez, qui fonctionnent à l'électricité. On ne sait pas faire ça et on ne saura probablement jamais. Ça n'est jamais arrivé et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'on est des animaux accumulatifs. Et donc, on n'a pas un raisonnement qui est du type « j'ai des besoins que je cherche à satisfaire et quand ils sont satisfaits, j'en veux pas plus ». On a un raisonnement de type budgétaire, c'est-à-dire tout ce que j'arrive à avoir, je le dépense. Donc tout ce que j'arrive à faire, je le fais. Comme disait, je ne sais plus quel philosophe, Hans Jonas, je crois, tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Voilà. Et donc, maintenant que ça ne nous suffit pas d'aller nous balader dans la forêt de Fontainebleau, on va se balader dans l'espace avec Blue Origin, et on dit, c'est vachement bien. Et alors, cette transition énergétique, il faut qu'on la fasse. On ne la fait pas. Et je vais vous parler d'une hypothèse qu'il faut absolument travailler. Retenez bien que c'est une hypothèse. Mais non seulement on ne fait pas cette transition énergétique, on ne l'a fait d'autant moins qu'elle ne s'est jamais produite historiquement. Quand on a découvert le charbon, on n'a pas coupé moins de forêts, on a juste été les couper ailleurs qu'en Europe parce qu'on n'en avait plus assez en Europe, donc on est allé les couper en Afrique, en Inde, en Amérique. C'est à ça qu'a servi le charbon, pour faire des bateaux, pour aller chercher du bois ailleurs, entre autres. On n'a pas tué moins de baleines quand on a eu la possibilité de faire des lubrifiants ou des huiles avec autre chose que des baleines. On a juste fait des huiles avec autre chose que des baleines et on a aussi tué des baleines pour continuer à les manger. Voilà. Donc on n'a pas réduit ça. Les baleines, les cétacés ont été protégés à partir des années 70. C'est seulement à partir de cette décennie-là qu'on a vraiment eu une rupture dans la quantité de baleines chassées.
Donc on n'a pas substitué une source d'énergie ou une matière première quand on a eu d'autres ressources. On a tout additionné. Tout additionné tout le temps. Et Gaël Giraud dit bien que sur les places boursières, en fait, la richesse produite par les énergies éoliennes, nucléaires ou photovoltaïques, eh ben, elle n'est pas fléchée pour interdire d'acheter du pétrole ou du charbon. Les traders, ils s'en fichent complètement de savoir d'où vient la richesse pour acheter des trucs qui polluent. Donc il le dit, hein, il n'y a aucune différence de gain pour les financiers entre les investissements verts et les investissements bruns. C'est du greenwashing, en fait. Quelque chose qui contraint tout ce qui se passe à chaque fois qu'on a transformé quelque chose. Et il y a deux contraintes essentielles. Alors, c'est des exemples que j'utilise toujours, mais qui sont très illustratifs. C'est l'anniversaire, alors d'habitude je dis le petit dernier, mais là je vais dire la petite dernière. Samedi, c'est son anniversaire. Et vous lui préparez un gâteau, c'est samedi matin, vous lui préparez un gâteau pour l'après-midi, mais vous êtes contrarié, vous repensez à la soirée d'aujourd'hui. Alors je m'en excuse, hein, déjà, d'avoir perturbé votre samedi matin. Vous avez mis votre gâteau dans le four, et puis vous avez la tête ailleurs et vous l'oubliez. Et il est trop cuit. Et alors vous êtes embarrassé parce que vous ouvrez le placard et vous n'avez plus assez de sucre, blé, beurre, enfin vous n'avez plus assez d'ingrédients, quoi. Plus de farine, voilà. Et alors vous vous dites, je vais essayer de récupérer les ingrédients dans mon gâteau cramé. Eh bien, vous n'y arriverez jamais. Quand une transformation est faite, alors là j'ai pris l'exemple caricatural d'un gâteau trop cuit, hein, mais même un gâteau simplement cuit, essayez de récupérer la farine dans le gâteau, vous n'y arriverez jamais. Vous ne pourrez jamais récupérer l'œuf dans une mayonnaise. Vous ne pourrez jamais récupérer le cacao en poudre dans votre chocolat au lait. D'accord ? Alors, on peut se donner parfois l'illusion de récupérer des ingrédients, mais pour se donner l'illusion de revenir en arrière sur les transformations, il faut de nouveau de l'énergie. Donc, il faut avoir de l'énergie disponible. Et en fait, c'est une illusion, parce que les transformations, elles sont irréversibles. Et c'est ça le premier principe dont je voulais vous parler, qui est un principe de thermodynamique, le principe d'irréversibilité. Quand une transformation est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, les éléments métalliques qui sont dans la salle, je ne sais pas moi, les pieds du bureau, vous ne pourrez jamais remettre exactement les atomes de cet élément métallique dans la roche avant qu'on la broie pour en faire le pied métallique. Vous ne pourrez jamais, pour parler du vivant, le deuxième paramètre thermodynamique qui rend beaucoup de choses inéluctables, c'est une expérience que vous allez faire. Si là, on arrive dans l'hiver, vous aurez peut-être moins d'opportunités, mais c'est une expérience que vous pourrez faire, ou que vous avez peut-être fait innocemment cet été. Vous êtes arrivé c'était les vacances, vous étiez à la mer, vous avez amené un seau dans le coffre de la voiture pour jouer avec la petite dernière, faire des châteaux de sable. Et l'expérience consiste à remplir, alors ça c'est la transformation première, on va dire c'est l'extraction de ressources, la transformation, l'industrie, quoi. Vous remplissez votre seau de sable avec la dune qui est à côté, et la deuxième transformation, c'est distribuer le produit industriel sur la planète entière. Et donc vous jetez le sable qui était dans le seau sur le parking, là où vous avez garé votre voiture. Et l'expérience consiste à essayer de remettre les grains de sable dans le seau. Ça va vous prendre un temps fou. Vous n'y arriverez pas. Vraiment, hein, jamais vous récupérerez tous les grains de sable. Et si vous étiez capable de mesurer l'énergie qu'il vous aura fallu, la différence d'énergie entre le fait de remplir le seau et le temps et l'énergie qu'il vous aura fallu pour récupérer le sable, en fait, c'est infiniment plus, c'est beaucoup plus pour récupérer le sable que la transformation initiale. Donc on voit encore le principe d'irréversibilité, mais là, cette fois, je parle d'entropie, c'est-à-dire quelque chose qui parle plus d'ordre et de désordre, mais bon, on ne va pas prendre cet angle-là. On va parler plutôt de dispersion. Quand nous faisons des transformations, que nous prenons des matériaux dans le sol et que nous les transformons et que nous les répartissons dans notre environnement et que les choses s'usent, par exemple les pneus des voitures, et bien, tous les éléments des pneus de voiture se retrouvent dans les rivières, ils sont dispersés et vous ne pourrez jamais les récupérer. Nous ne pourrons jamais récupérer les microbilles de plastique qui sont dispersées jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, au fond des océans, à 10 km de profondeur. C'est énergétiquement impossible, c'est physiquement impossible. Nous ne pourrons jamais récupérer les perturbateurs endocriniens qui sont désormais dans toute la chaîne alimentaire, ou quasiment, parce qu'ils sont dispersés. Et, plus crucial, et nous y arrivons, nous ne pourrons jamais récupérer les molécules de CO2 qui sont dans l'atmosphère, parce qu'elles sont dispersées. Veuille ou pas,
il va y avoir un jour dans le monde moins de pétrole, moins de charbon, moins de gaz. Alors moins de pétrole, on est peut-être déjà passé. Le pétrole conventionnel est passé par son pic en 2008 dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Et en ce qui concerne tout pétrole confondu, y compris le shale oil et les sables bitumineux, il est possible que ça ait été 2018. L'histoire verra. En ce qui concerne l'Europe, de toute façon, pétrole, gaz et charbon sont orientés à la baisse depuis 2005-2006 pour des raisons géologiques, pas du tout. Si on regarde l'évolution de la courbe des découvertes de pétrole, voilà un petit peu la tête qu'elle a. On parle de pétrole conventionnel. Et on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse depuis quand même quelques décennies. La réalité, c'est que aujourd'hui, les découvertes sont vraiment... il y en a très très peu. De temps en temps, vous allez lire sur les réseaux sociaux, dans les news, qu'il y a un gigantesque gisement de pétrole qui a été découvert ici ou là, de plusieurs milliards de barils. Quand vous lisez ça, rappelez-vous que l'humanité en consomme 100 millions par jour, en moyenne, de barils de pétrole. Donc ça signifie que si on découvre 3 milliards de barils, ça dure un mois. C'est un mois de consommation mondiale en plus. Ça ne change pas non plus fondamentalement la donne. Et donc dire, nous qui sommes entièrement tributaires de notre capacité à importer le pétrole qu'on consomme, dire qu'on va en avoir assez sans aucun problème pour la France dans les prochaines années, décennies, etc., c'est véritablement totalement irresponsable. Il y a des lois physiques qui font que quand on va chercher quelque chose dans le sol, au début c'est très facile, c'est comme quand on mange de la confiture ou le Nutella si vous voulez, enfin, c'est comme vous voulez. Dans les deux cas, c'est très facile au début, puis on a faim, donc on en mange beaucoup, on va vite, et puis c'est sucré, c'est très agréable, on est un peu drogué, donc on va continuer à en chercher, mais c'est quand même de plus en plus difficile, et au bout d'un moment, il faut une cuillère plus longue, et puis pour racler le fond du pot, c'est vraiment compliqué. C'est pareil quand on va chercher du pétrole, du gaz, du charbon, du platine, du mercure, du platine, enfin tous les métaux, l'aluminium, tout ce qu'on va chercher dans le sol est soumis à une loi qui dit qu'au début c'est facile, on extrait de plus en plus, et puis au bout d'un moment c'est de moins en moins facile, on passe un plateau, et ensuite, chaque jour qui passe, pour des lois physiques, on pourra de moins en moins sortir des choses du sol. Ce que montre ce graphique, c'est qu'il y a une croissance à peu près permanente de la demande en pétrole. Vous voyez cette production qui augmente. Vous voyez aussi, si vous regardez un peu plus en détail, que pratiquement tous les pays du monde, à quelques exceptions près, sont en décroissance de production pétrolière depuis à peu près 2008, et que finalement on a réussi à maintenir la production pétrolière par le petit bout rouge qui est en haut du graphique, qui sont le pétrole de schiste américain. Ce pétrole de schiste américain est très particulier parce qu'il demande des investissements absolument gigantesques à très court terme pour produire du pétrole de pas très bonne qualité et demande surtout énormément d'énergie pour être produit. Et en fait, on n'arrête pas d'extraire du pétrole le jour où il n'y a plus de pétrole, on ne doit pas vider la cuve, on arrête d'extraire du pétrole le jour où il faut 1 litre de pétrole pour récupérer 1 litre de pétrole. C'est que l'investissement énergétique ne vaut plus la peine, parce que ça demande tellement d'énergie d'aller chercher ce pétrole de mauvaise qualité, de le raffiner, de le transformer, de le chauffer, et de tous les processus qu'il faut faire, qu'on ne peut plus le faire. Et même si on est déjà à 1 demi-litre de pétrole d'investi pour récupérer 1 litre, l'effort financier qu'il faut fournir dans l'infrastructure, en technologie, pour récolter 1 litre de pétrole est absolument gigantesque. Ce qui fait que ce rapport démontre, avec des hypothèses très optimistes quand même, dans certains cas, que de toute façon, on ne peut pas maintenir la production de pétrole actuelle, et de toute façon, on va vers une décroissance de la production de pétrole pour des limites physiques, des questions vraiment physiques, qu'on n'a plus les techniques extractives qui permettent de maintenir ce niveau de pétrole. Une industrie qui est plus rentable, on peut encore la maintenir à forte dose de subventions si besoin, encore faut-il avoir les moyens de le faire. Les États-Unis, c'est ce qu'ils font avec l'industrie du pétrole et du gaz de schiste, en subventionnant massivement une industrie qui n'a jamais été rentable, parce que ça coûte beaucoup trop cher d'exploiter ces pétroles non conventionnels par rapport à ce qu'on peut les vendre derrière, pour l'instant du moins. Mais les États-Unis, c'est les États-Unis. Tout le monde ne peut pas faire comme les États-Unis. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au niveau mondial. Si on regarde le pétrole non conventionnel et le pétrole conventionnel, le Venezuela s'est effondré il y a quelques années. Littéralement effondré, parce que les prix du pétrole a été descendu trop bas et que l'exploitation du pétrole vénézuélien, qui était essentiellement non conventionnel, coûtait trop cher. Chaque litre de pétrole, chaque baril de pétrole produit coûtait plus cher à exploiter et à raffiner qu'à vendre. Donc, ils perdaient de l'argent. Donc, forcément, comme ils avaient en plus tout misé, toute leur économie sur le pétrole, ils n'avaient absolument plus les moyens d'entretenir cette machine qui s'est restreinte à vraiment le minimum vital pour les Vénézuéliens, et le pays s'est effondré. Patrick Pouyanné nous explique que la raison pour laquelle il y a moins de découvertes de pétrole aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un déficit d'investissement à partir de 2014. C'est vrai. Mais si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on se dit ?
On se dit, bah, il suffit de faire reprendre les investissements, et puis du coup, bah, forcément, les découvertes vont repartir. Ben non, c'est pas si simple, parce que ce que Patrick Pouyanné ne dit pas, quand il dit ça, c'est que la raison pour laquelle les compagnies pétrolières ont arrêté d'investir après 2014, c'est parce qu'entre 2006 et 2014, les investissements dans l'exploration ont été records, et que malgré ça, les découvertes ont chuté. Quand on regarde le taux de remplacement du pétrole conventionnel, en 2019, il est de 16%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril découvert, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais vous lire une ou deux petites choses. L'Agence internationale de l'énergie, fin 2018, a annoncé qu'il y aurait un déficit, un resserrement en tout cas, de l'offre, qui aurait du mal à répondre à la demande sur le marché mondial de pétrole avant 2025. Fin 2020, la directrice générale de la stratégie et de l'innovation du groupe Total a déclaré qu'il risquait d'y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 millions de barils par jour d'ici 2025, donc environ 10% de l'approvisionnement en offre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire que ça va devenir un peu tendu. Fin 2021, la compagnie Shell a annoncé qu'elle a passé son pic en 2019, que la production va baisser d'1 ou 2% par an. La Russie, qui fournit un tiers de son pétrole à l'Europe, a annoncé la même chose, qu'elle a sans doute passé son pic en 2019. Par exemple, on ne sait pas exploiter le charbon sans pétrole, on ne sait pas exploiter le gaz sans pétrole. Donc, il faut faire attention également quand on dit « oh, bon, on va substituer ». Pour l'instant, on ne sait pas le faire.